Bonus. Trax. Pour son avant-dernier épisode de cette saison, The Mandalorian se permet un épisode filler, mais avec plus d'épaisseur que prévu. On en parle tout de suite avec Manu, notre cher Manu du podcast Le Coin Pop. C'est parti. Avant toute chose, vous le savez, parce que ça fait quand même déjà 6 épisodes, non 7, Mandalorian est une émission 100% spoiler, le saviez-vous ? Donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de The Mandalorian, déjà qu'est-ce que vous foutez là ? Et si vous n'avez pas vu The Believer, l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien il est encore temps de monter sur un Juggernaut et de partir très loin dans la jungle et de revenir quand vous aurez vu l'épisode. Ceci étant dit, j'accueille donc déjà Manu. Comment ça va ? Salut, écoute, ça va. Alors je dois te dire que c'est le spoiler warning le plus sévère que j'ai entendu depuis le début de la saison de Mandalorian. Je t'ai trouvé assez sec avec les auditeurs, j'espère qu'ils l'auront pas mal pris. Non, mais parce que je sais qu'ils sont habitués un petit peu à mon style. Tu sais, la semaine dernière, on m'a dit que je n'aimais pas Star Wars, en fait. Mais c'est vrai, Ouais, tu n'aimes pas Star Wars. Et voilà, donc JB non plus, d'ailleurs. Non. C'est pour ça Non, qu'il non. est là aujourd'hui. Hein. Non, j'aime pas Star Wars. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast toutes les semaines. Non, écoute, le Star Wars de cette semaine, il m'a bien plu, contrairement à la semaine dernière. Je suis content, voilà. Ok. Et Phobos, est-ce que tu es contente d'être là ce soir, puisque tu complètes cet équipage, comme d'habitude ? Eh ben, écoute, oui, je suis très contente. Je suis plus contente que la semaine dernière. Oh, bah c'est bien, il y a déjà une bonne ambiance. Je pense que c'est la sympathie, la bonhomie de Manu qui le ramène comme ça, voilà, sur le projet Outrider. C'est un contrebandier, mais plutôt cool, plutôt chill, un peu notre Lando à nous, j'ai envie de dire. Alors, Manu, justement, avec ta voix suave, est-ce que tu peux me raconter ce que tu as pensé de The Mandalorian jusqu'ici ? Écoute, moi c'est globalement ma cam, j'accroche plutôt pas mal au concept. Alors c'est un concept qui a des défauts dans le sens où beaucoup de gens, je pense, projettent leurs ambitions, enfin leurs envies dessus et attendent quelque chose de beaucoup plus grand que ce n'est. Mais moi, déjà, j'étais vendu dès la première apparition de Grogu, hein, on va pas se mentir, je suis un Yankee sur ce côté-là. Mais, De qui ? De Grogu. Allez, je rigole. Revois ton encyclopédie Star Wars, Claudel. Ah oui, pardon. Non, mais j'étais vendu là-dessus. Alors, il faut savoir que j'ai vu la saison 1 au moment de sa sortie US. J'ai pas attendu d'avoir Disney Plus en France. Donc, je l'ai vu avant Star Wars 9. Donc, j'étais très Quel content d'avoir fiefé coquin vous faites, monsieur Pedon. Et j'ai donc été content d'avoir quelque chose que j'appréciais dans Star Wars avant de voir Star Wars 9, parce que dans l'autre sens, je me serais peut-être pas lancé comme ça, en fait. Mais moi, en tout cas, ça me donne ce que j'ai envie de voir. Depuis qu'on connaît les origines du Mandalorian dans la saison 1, j'y vois une sorte d'odyssée d'un orphelin qui a été recueilli par une famille et qui a recueilli un nouvel orphelin et essaye de lui trouver la bonne famille et qui vivra des aventures jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est lui la bonne famille et qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce qu'il cherche. Pour l'instant, en fait, je trouve que ce que ça me propose toutes les semaines, même en saison 2, ça marche avec ça. Alors après, il y a quelques petits défauts, vous les avez pas mal mentionnés, mais ce à quoi j'accroche le moins en tout cas, c'est le côté pub pour des futures séries. Et on a vu avec les annonces d'hier que, en effet, ça a été pub pour certaines séries qui sont à venir. Et je trouve que c'est les moments qui marchent le moins bien dans Star Wars, dans The Mandalorian. Mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe. Et fait important, en fait, quand j'ai regardé la saison 1, je n'avais pas vu ni Clone Wars, ni Rebels, ce qui m'a donné vachement envie de le voir, et surtout Star Wars 9 m'a donné envie de voir du bon Star Wars, et j'avais un certain conglomérat qui faisait du lobby pour que je me mette sur Clone Wars. Du coup, j'ai enchaîné tout cet été. Et je dois dire que grand bien m'en a fait, parce que c'est vraiment bon. On explore. Pour moi, ça a réhabilité la trilogie, la prélogie. Et Mandalorian a peut-être tendance en ce moment à réhabiliter des éléments de Star Wars 9. Et du coup, la nouvelle trilogie dans son ensemble. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. On va sûrement en reparler, mais voilà, il y a des petits éléments. Le projet de Moff Gideon. Vous avez commencé à théorie-crafter dessus, et je suis plutôt d'accord que peut-être qu'on utilise le projet qui a ramené Palpatine, et de la même façon,
on a un peu la naissance du First Order, parce que jusque-là, on se rend compte qu'au final, l'Empire n'est jamais vraiment tombé. Et c'est quelque chose, pour moi, que j'attendais pas forcément, et je trouve ça agréable. Bah carrément, et je te rejoins sur ces différents éléments. Merci de nous avoir fait un petit peu le résumé de ton appréciation de la série au global. Est-ce que Jean-Baptiste Ballier, pour ce cas particulier qui est cet épisode 7, avant-dernier épisode de la saison, écrit et réalisé par Rick Famuyiwa, je ne sais pas si je l'ai dit jusqu'à présent, je ne crois pas, donc je le précise ici, c'est le monsieur qui avait fait l'épisode 2 et l'épisode 6 de la saison précédente, mais qui n'avait pas écrit lui-même, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vraiment, seul aux commandes, ce qui, je crois, a amené un petit peu de fraîcheur, n'est-ce pas, JB ? Bah écoute, il écrit bien et il réalise bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'épisode, et j'ai bien aimé le personnage de Bill Burr. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est notre moment mea culpa ? Bah complètement, ouais. On le trollait la semaine dernière, et bah ça te prouve que quand le personnage il est bien écrit et peut-être un petit peu retconné, ou en tout cas je sais pas, mais il lui rajoute beaucoup d'épaisseur, il lui donne un background qui rend le personnage crédible et attachant, bah ça marche quoi. Et non, j'ai trouvé l'épisode extrêmement bien rythmé. Dans la récupération de Wilbur, donc comment Mayfeld il intègre cette nouvelle équipe qui est fondée autour du Mandalorian, la petite scène de discussion dans la voiture, la petite scène de combat sur le dessus du camion, plus après j'ai adoré la scène avec l'Impérial, et puis la fin de l'épisode avec encore une petite scène d'action, et j'ai trouvé vraiment très très bien rythmé comme épisode, et même si c'est un épisode entre guillemets filler qui fait très peu avancer l'intrigue principale, parce que au final, il a juste récupéré les coordonnées de l'endroit où il va aller à l'épisode d'après. Moi, un épisode comme ça toutes les semaines, je prends, tu vois. Ouais, c'est très clairement un bon épisode filler, dans le sens où il rajoute à la série, je pense, des nouveaux environnements, des nouveaux designs, des trucs d'ailleurs dont on parlait aussi la semaine dernière, l'intérieur du Slave One, des nouveaux véhicules. Il y a quand même un minimum de photos et de travail sur la réal qui fait plaisir à voir, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même agréable à regarder. Et effectivement, cette épaisseur se travaille sur les personnages aussi, c'est-à-dire qu'un épisode filler est peut-être filler pour l'intrigue principale, mais il peut vraiment aider à nous attacher à ces différents persos, et même les pires. Et pour la petite anecdote, en commençant à m'attacher au personnage de Mayfeld, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est Filoni qui écrit cet épisode, parce qu'on dirait un petit peu du Filoni, dans le sens où il y a souvent des personnages qui sont assez détestables, que ce soit dans Rebels ou dans Clone Wars, où tu te dis, putain, mais pourquoi on a envie de suivre ce gars-là, et d'un coup, t'as une empathie énorme qui t'arrive en pleine gueule. C'est souvent d'ailleurs des impériaux ou des méchants qu'il arrive à retourner contre toi, et là, c'est Rick Famuyiwa qui le fait, qui en plus est un réalisateur assez engagé, et du coup noir américain et tout. Donc je trouvais que c'était super intéressant que ce soit lui qui fasse cette écriture-là sur le personnage. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Phobos ? Alors moi j'ai bien aimé l'épisode, effectivement, ça fait du bien quand c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait à l'écriture, ça se voit quand même. Hein. T'es sûr que t'es moins énervé que la semaine dernière ? Ça s'entend. Mais non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant cet épisode. Je suis d'accord, JB, il était relativement bien rythmé. J'ai trouvé que malgré un timing qui reste assez serré, en fait, il arrive à développer beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup d'émotions différentes aussi. Je trouve que toute sa scène de tension dans la cantina, elle marche hyper bien, même si elle est quand même relativement courte. Ce n'est pas une cantina, c'est le mess des officiers, je m'insurge. Pardon, excuse-moi, c'est vrai, c'est le mess des officiers. Il n'y a pas de jazz. S'il n'y a pas de jazz, c'est pas une cantina. Voilà. C'est ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment ce qu'il a réussi à faire passer au niveau émotionnel, et autour de Dean, qui est enfin au cœur de sa propre série, donc ce qui fait quand même plaisir. Et surtout... Dans un épisode filler. Dans un épisode filler, effectivement. Mais du coup, pour faire écho au titre de l'épisode, donc, qui s'appelle The Believer... Tu me voles mes questions! Qu'on pourrait traduire en le croyant, en fait, en français. Je pense qu'il y a tout un jeu qui jusque-là était peut-être pas si subtil, même s'il y avait quelques petits indices qui étaient donnés ça et là sur comment est-ce que Dean, en fait, évolue dans ses croyances envers le Creed mandalorien. Et au final, en fait, ça commence avec cette petite discussion qu'il a avec Mayfield dans le véhicule sur c'est quoi nos vraies valeurs, en fait, et surtout comment est-ce que les valeurs de quelqu'un peuvent évoluer face à des
des tragédies, face à des situations très compliquées à gérer. Et comment est-ce que tu fais en sorte de rester en accord avec tes valeurs pour pouvoir dormir la nuit, comme il le dit très littéralement. Et je pense que on peut voir de manière assez superficielle Dean qui en fait quelque part renoncerait à ses croyances, mais en fait moi je ne vois pas du tout ça. J'y vois au contraire plutôt une plus grande compréhension en fait de ce que c'est vraiment le cri de Mandalorian. Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas son casque en fait? C'est pas juste je dois pas enlever mon casque, c'est peut-être je dois pas montrer ma figure parce que ça mettrait en danger le reste des Mandaloriens, ça mettrait en danger moi et cette culture qui est très menacée. Et du coup, il réalise qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est de protéger les siens, et que c'est pour ça qu'en fait, il accepte d'enlever son casque et de montrer son visage, parce que c'est pour protéger son enfant, son fils, Grogu. Et que voilà, en fait, pour moi, cet épisode, en fait, c'est le moment où Dean évolue en fait dans sa foi envers tout ça, et c'est pour ça, je pense que l'épisode s'appelle le Croyant. Donc, j'ai trouvé que tout ça était plutôt bien amené, plutôt très chouette, et ça faisait plaisir quand même aussi de voir Pedro Pascal enfin pouvoir jouer avec son visage. Surtout qu'il joue assez bien dans cette scène en particulier. Enfin, elle est drôle, en même temps elle est tendue. Il y a vraiment ce côté, on pense immédiatement, enfin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça rappelle fortement une scène de Inglourious Basterds. Mais du coup il y a cette tension et en même temps cette espèce d'humour qui la désamorce en permanence et on ne sait pas vraiment comment ça va finir. Et moi, dès que j'ai vu Mayfeld commencer à discuter, quand on connaît un petit peu le lore Star Wars sur qu'est-ce qui s'est passé après la défaite de l'Empire, etc., je me suis dit en fait c'est lui qui va péter un plomb. Et ça c'était quand même assez cool de voir Pedro Pascal passer du mec un peu genre en difficulté au mec qui genre fait des signes de tête un peu insistants. Il y a presque un côté comique dans son jeu, quoi. Ouais, il y a un côté comique et en même temps touchant, quoi. On sait qu'il doit être lui-même très tendu et qui doit tout bêtement il doit ressentir des sensations en fait qu'il ressent jamais parce qu'il a toujours quelque chose qui lui couvre le visage, donc on se doute que dans sa tête il se passe des milliards de trucs, que c'est pas simple à gérer et qu'effectivement en plus il doit donner le change et s'inventer un personnage pour survivre à ce moment-là, donc ouais, j'ai trouvé que ça brassait plein de choses et que ça racontait beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans certains des épisodes précédents sur cette saison. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ça et je voulais parler quand même du petit moment qui est très fort où on est soulagé de voir arriver des TIE Fighters à l'écran. C'est cette scène un peu surréaliste où il y a la musique qui s'envole comme si c'était les X-Wing de la Résistance qui arrivaient, alors qu'en fait non, c'est juste des TIE Fighters et qu'il y a tous les Stormtroopers et autres divers troopers qui se mettent à saluer le passage du véhicule conduit par Dean et Mayfield, et j'ai trouvé que c'était assez fort. C'est un petit peu, on se fait un petit peu troller par Rick Famuyiwa qui nous dit « Hey, en fait, vous êtes content de voir l'Empire hein, parfois ». Donc j'ai trouvé ce petit passage assez marrant. Vous l'avez aimé ce petit passage, les gars? Bah moi, c'est un moment, mais toute la partie, même le combat d'avant avec contre les pirates, puisque les pirates, c'est toujours des personnages ambigus, et au final, ils forment une sorte de résistance contre l'Empire. Et du coup, je trouve très ambigu moralement ce combat, en effet, entre le Mandalorien et des mecs qui pourraient potentiellement être dans son camp à un moment ou à un autre, quoi. Et surtout qu'ils les explosent vraiment tous, ils prennent tous très cher. Il y a un côté en plus presque cartoonesque dans la redondance de il y en a toujours d'autres qui arrivent. Et en effet, oui, j'étais étonné moi-même d'être soulagé de voir des tailles arriver à la fin, parce que ça montre bien que, enfin là, ils sont du côté des héros de l'Empire, quoi, dans ce contexte. Ouais, j'ai vraiment bien aimé cette partie de l'épisode. En plus du côté salaire de la peur de la scène du convoi, quoi. Je trouvais que c'était quelque chose de vraiment bien mené. Ouais, et puis le fait que juste avant, ils te montrent les enfants et qu'ils te disent oui, bah pour eux, la République ou l'Empire, c'est la même chose, ça te remet sur une échelle où tu dis ah bah peut-être que l'Empire, il protège aussi cette population-là, et du coup, ça brouille un peu les pistes sur le côté manichéen, entre guillemets, qu'on a régulièrement dans Star Wars.
Donc non mais ouais, la scène elle est vraiment bien, et c'est contrairement à d'autres scènes d'action qu'on avait eues dans les épisodes précédents, j'ai trouvé que celle-là elle était aussi vraiment bien réalisée. T'as une vraie tension entre comme je disais, côté salaire de la peur avec Mayfield qui peut pas trop accélérer parce que sinon le camion il risque d'exploser, le combat sur le dessus où Dean il a pas son armure en Beskar et on voit qu'il a plus de mal à se battre au début, il se fait un peu plus taper dessus et tout ça. C'est vraiment très très bonne scène, je trouve. Et puis je trouvais que la photo aussi globalement sur l'épisode est très bien. Le directeur photo de cette semaine c'est Matthew Jensen qui est en fait le dirfote historique de Josh Trank. Donc c'est un peu marrant de voir les gens attachés à des projets Star Wars il y a très très longtemps revenir comme ça maintenant par d'autres fenêtres. Ouais, complètement. Et c'est vrai que cette scène, elle est plutôt bien chorégraphiée, plutôt bien pensée. Même le coup du Beskar, c'est Phobos qui le faisait remarquer en regardant l'épisode. Bon, après, j'ai bien vu que ça éclatait un petit peu dans tous les sens, cette espèce de plastique de Stormtrooper. Mais c'est vrai que c'est aussi, ça répond aussi à une critique qu'on a fait récemment, voire même dans tous les épisodes. Exactement, j'ai pensé à vous quand j'ai vu cette scène. Dean est un tank et d'un coup il a du mal à gérer des types avec des bâtons et quelques détonateurs thermo ou thermiques selon la traduction, mais du coup ouais, c'était très agréable à regarder. Et pour l'aspect aussi un peu ambigu des choses sur lequel on peut peut-être revenir encore un petit peu, j'ai pensé en voyant un tweet de, je crois que c'était Neibaf sur Twitter qui me disait après la métaphore avec le Vietnam est pas hyper subtile en fait, avec le gros côté napalm, explosion, etc. Et d'un côté c'est vrai, mais de l'autre en fait c'est intéressant parce que, et toujours avec Rick Famuyiwa à la barre, il y a quand même un côté reconfiguration de ce qu'on a l'habitude de voir avec Star Wars, où en fait le Vietnam, c'est que ça soit Rogue One ou le Retour du Jedi, c'est les rebelles, le Viet Cong qui résiste à un ennemi impérialiste qui est supérieur en armes et en technologie, mais qui connaît pas le terrain en fait. Et là, d'un coup, on se retrouve avec des mecs qui gagnent, qui sont des envahisseurs. Mais d'un autre côté, du coup, on sait pas vraiment tu vois, si c'est tant des envahisseurs que ça, parce que comme dit JB, t'as les pirates qui sont très clairement identifiés comme des pirates, et c'est la même race alien, et ils ont les mêmes vaisseaux, qui ont pas l'air d'être ceux du village et tout, donc t'es pas bien sûr de c'est quoi la géopolitique de cet endroit-là. Après, très clairement, les camions traversent les villages et tout, on sait pas, enfin, c'est sans doute pas très rigolo pour les gens qui habitent là, et puis ça a l'air relativement dangereux de conduire ces trucs-là. Mais il y a un vrai effet de retournement de situation et de réinterprétation des codes en fait de Star Wars qui est, je trouve, assez agréable, en disant ok, je te convoque le Vietnam, mais je vais te le faire de manière un peu différente pour te faire réfléchir à d'autres trucs dans un épisode et dans un enchaînement de séquences où d'ailleurs Mayfeld amène un certain nombre de discussions qui sont hyper pertinentes, et dès qu'il commence à parler, tu te dis en fait il est un peu con et agaçant, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il a potentiellement raison. Après, je me méfie toujours un petit peu de ce double discours qu'entretient Disney depuis le rachat, avec l'idée de rendre les Stormtroopers plus humains, et on se doute qu'à l'échelle galactique, il n'y a pas forcément que des, entre guillemets, des vrais nazis qui sont des Stormtroopers, mais tu as aussi ce côté, au final, on voit tellement de personnages qui sont des espèces de repentis, ou que ouais, on a fait que suivre les ordres, que ça donne un peu l'impression que les Stormtroopers maintenant faut limite se soucier de leur vie, tu vois. Et comme disait Tom Morello, Nazi lives don't matter, tu vois. Donc je sais pas, ça me fait réfléchir, et donc d'un autre côté malgré le même ça fait réfléchir, et je trouve que c'est plutôt cool, tu vois, d'avoir ce genre de truc pour les gens qui aiment bien poncer les codes et les influences, les inspirations de Star Wars. Je trouve que ça rebat les cartes de manière assez habile. En même temps, des méchants qui se repentissent dans Star Wars, il y en a depuis le début, on va dire. C'est vrai, mais à une échelle un peu plus basse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, d'un autre côté, genre pourquoi, voilà, je pardonnerais Vador et Kylo Ren qui sont, tu vois, des génocidaires, et pas un type qui a peut-être une fois ouvert le feu sur des soldats rebelles, tu vois. Enfin, oui, effectivement, ça ramène le dilemme, comme tu dis, à une autre échelle, Manu. Et pour revenir sur un truc que disait Phobos, et qui est très intéressant, parce que je voulais vous poser la question sur justement comment vous avez interprété ce titre de Believer, parce que moi je suis pas persuadé que ça concerne Dean en fait. Je sais pas si vous aviez d'autres théories ou si ça vous avait intrigué, parce que d'habitude les titres sont hyper explicites en fait, et là pour une fois je trouvais que c'était un peu plus enfin ça appelait à plus de réflexion. Moi je l'ai projeté Dean, pareil. Je trouve que le message qui passe dans cet épisode, je suis pas totalement d'accord. Je suis pas dans la même vision, peut-être aussi radicale que toi, Phobos, sur le changement un changement d'état d'âme vis-à-vis du Creed. Je pense juste que c'est pour faire parce que ça marche naturellement, pour faire
l'analogie avec la pratique de la foi, en fait, puisque c'est exactement ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, au cours de leur vie, les événements de leur vie font que leur pratique de leur foi ou leur interprétation de telle ou telle partie de leurs écrits a tendance à changer sans forcément perdre totalement la foi ou autre. Et c'est ce que je vois en fait dans cet épisode, le fait qu'il réussit à adapter un petit peu, à être un petit peu moins extrémiste en fait, puisque clairement son creed est extrémiste par rapport à d'autres Mandaloriens comme il en a croisé avec Bo-Katan en début de saison. Et du coup, je l'ai vu comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toute la partie où il a plus de masque. Alors déjà, on le sent en fait dans son hésitation, où il se dit, où tu vois, il regarde l'armure du mec dans le camion et il se dit bon bah il y a un masque, il y a peut-être moyen que ça passe selon les règles quoi. Mais on sent déjà, alors qu'il a le masque, les états d'âme qu'il peut avoir. Et une fois qu'il a plus le masque, moi j'aime vraiment son jeu. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un grand nombre d'émotions en fait qui le traversent et des sentiments probablement contradictoires. Vraiment l'impression qu'il y a une sorte de honte d'avoir enlevé son masque et d'être vu par d'autres. Et d'ailleurs, de pudeur en tout cas, ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est relevé par Meffel qui lui dit à la fin, vraiment, j'ai rien vu quoi, en mode t'as pas à te sentir mal, franchement, ça passe quoi. Franchement, beau gosse. Et j'ai trouvé ça intéressant que c'est un personnage qui est déjà plutôt laconique, le Mandalorien, et que on a déjà eu un petit peu de montée d'émotion ces dernières semaines, au début de l'épisode d'avant quand il joue avec Grogu, ou qui il s'amuse ne serait-ce qu'à dire son nom pour qu'il se retourne. Moi j'adore, tu vois. Mais ouais, j'ai vraiment aimé tout ce passage sans parole, sans casque. Je trouvais que ça marchait très bien. Très clairement, il y a aussi, je pense, une adéquation avec l'écriture. Et dès le début, tu sens qu'il y a cette tension, comme tu disais, Manu, sur comment il va interpréter tu vois, cette situation à la lumière de sa foi et de son fameux credo mandalorien, quoi. Et c'est-à-dire que tu penses que tu vas voir son visage. En fait, non, il trouve un moyen. Puis après, il faut scanner le visage, donc il essaye encore avec le casque et seulement après il l'enlève. Et du coup, tu as un peu une construction où tu as l'impression que Rick Famuyiwa, il a saisi un truc qui est dormant dans les autres épisodes et que très clairement on aurait pu au moins teaser. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il enlève son casque avant tu vois, cet épisode par exemple. Mais je pense qu'il y avait des sujets qui passaient complètement à la trappe parce que, je sais pas, Filoni il est intéressé par. Je vais faire revenir Ahsoka et le reste passera au second plan, tu vois. Et c'est dommage parce que t'as l'impression parfois qu'ils oublient, pas forcément un arc narratif, parce que je suis pas sûr que ce soit un arc narratif à part entière, encore que si ça ébranle sa foi, c'est quand même assez fort pour le personnage, mais il y a vraiment des petits aspects comme ça du personnage, de character work, comme on dit en anglais, qui passent comme ça, complètement, tu vois, dans la trappe, directement sur le Rancor, et on oublie, quoi. Et JB, t'as l'air perplexe. Ah non, je suis totalement d'accord avec vous. C'est le premier épisode d'ailleurs de cette saison qui s'intéresse vraiment à Dean en fait. Pour l'instant, il traversait un peu les différentes planètes, il rencontrait plein de personnages secondaires. Là, on prend un peu de temps pour se poser sur déjà le simple fait de le voir. Parce que quand on l'avait vu en saison 1, c'était... j'avais trouvé ça un petit peu gratuit en fait dans la manière dont c'était montré. Là, il y a une vraie raison et ça va amener, je pense, un vrai développement du personnage. Mais ouais, et puis cette manière, on voit vraiment je trouve qu'il joue très bien cette scène, Pedro Pascal, où on sent vraiment la gêne en fait dans le personnage. Tu vois, il ose même pas parler. Je sais pas si c'est parce qu'il a peur à ce qu'on reconnaisse sa voix ou est-ce que il ose pas s'exprimer sans son vocodeur, on va dire mandalorien, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie tension en plus qui se dégageait de toute l'ambiance et de tout ce qu'il y avait dans ce mess des officiers. Mais ouais, c'était vraiment une très bonne scène et j'espère que la série ira peut-être un peu plus là-dessus, ne serait-ce que, est-ce que par exemple il va à un moment montrer son visage à Grogu par exemple, ça pourrait être quelque chose, tu vois, il pourrait s'accorder en fait un peu ce petit moment de répit avec son fils. Ouais, parce que là, pour l'instant, la seule personne qui a vu son visage en dehors de la Death Watch qui l'a recueilli, du coup, c'est IG-11 et il est mort, quoi, c'est ça? C'est ça. Ouais, okay. Effectivement. Petit bilan au cas où vous ayez un peu comme moi la mémoire un peu défaillante. Je voulais direct rebondir sur un truc que tu as dit juste avant que JB intervienne sur le fait qu'on ressentait un truc dans cet épisode qu'on ressent pas forcément dans les autres épisodes. Et en fait, pour moi, c'est pas spécialement... ça devrait pas être spécialement le réalisateur qui gère ça. Je pense juste que c'est le travail d'un showrunner et que Jon Favreau n'est pas un vrai showrunner. Et en l'occurrence, Filoni, il s'occupe de trucs, mais il s'occupe pas de l'ensemble. Et du coup, on ressent quand il s'occupe de ce dont il a envie de s'occuper.
Robert Rodriguez, il a fait du Robert Rodriguez et on lui a clairement dit de mettre des trucs, mais on l'a pas guidé sur l'ensemble. Et voilà, dans l'ensemble, Jon Favreau, il a pas l'implication qu'il devrait avoir, je pense, dans le fait de guider la série et de faire un bon enchaînement d'épisodes. Je le ressentais peut-être moins en saison 1, je le ressens plus sur cette deuxième partie de saison 2, en fait. Le fait que les directions sont pas forcément toujours claires. Et ouais, je pense juste qu'ils auraient dû clairement donner les rênes à Filoni et faire de Jon Favreau un producteur exécutif, quoi, un créateur de série, producteur exécutif, parce que je pense que c'est ce qu'il fait sur la série et qu'il est pas vraiment showrunner. Ouais, bah de toute manière, je pense qu'on l'a suffisamment répété et dans notre épisode sur la saison 1 et dans les différents épisodes de Manda Lockdown. Il y a vraiment deux têtes pensantes qui, par ailleurs, peuvent peut-être s'entendre très bien dans la vie, mais professionnellement tirent dans des directions vraiment, je trouve, très différentes. C'est deux générations aussi différentes, deux appréciations de Star Wars qui sont très différentes également. Et on se retrouve du coup avec, en fait, pas deux showrunners, ni même un seul, mais deux espèces de... Voilà, c'est vraiment un truc un peu bicéphale et un peu une bestiole qui sait pas trop dans quelle direction où aller, et de temps en temps il y a un berger, et bah, tu parlais de Robert Rodriguez, tu vois, on a su depuis la semaine dernière que le script faisait 19 pages, donc souvent on dit, je crois, dans les conventions à Hollywood qu'une page c'est à peu près 1 minute. Donc en gros c'est un épisode de 20 minutes qui a dû en faire 40, et du coup j'imagine que ça explique pourquoi il y a 4 fois la même scène dans l'épisode. Et c'est dommage, quelque part, que ce soit le cas. Et d'un autre côté, ça me rappelle un peu ce que j'écrivais dans le bouquin pour Ferd, c'est que des fois, en fait, Lucasfilm, j'ai l'impression qu'ils veulent donner tellement de créativité à leurs artistes pour pas les étouffer, alors qu'ils en étouffent d'autres. Hein. On pense encore à Lord Miller, etc. Mais et que du coup les mecs qui arrivent à passer entre les mailles du filet se retrouvent avec 19 pages et ils savent pas quoi en foutre. Après Robert Rodriguez, voilà, il est à mon avis très intéressé par la castagne et ça lui allait bien, tu vois. Bah moi j'ai bien aimé cet épisode d'ailleurs. Oui, en plus, ouais, c'est vrai, on en a pas parlé, mais en off tu me l'as vendu dès la semaine dernière. Mais c'est vrai que du coup c'est pas, enfin comme tu dis, ça devrait pas forcément non plus être sa responsabilité, et peut-être que quelqu'un qui lui dit bon écoute frère, on t'a engagé pour la bagarre, mais cette scène c'est pas possible, faut retourner, faut qu'on trouve un truc plus créatif, faut éviter les répétitions quoi. Et on n'a pas cette personne là encore aujourd'hui, et c'est pour ça que, pour revenir sur les annonces qu'on a eues dans la nuit d'hier soir, bah, quand on a tout de suite un showrunner qui est placé, c'est quand même assez rassurant, je trouve. Mais on reviendra dessus dans un épisode à part entière. Tu vois, hein, j'ai plus l'impression que la façon de showrunner la série, c'est plus de dire tiens, on va ouvrir la porte à telle série, à tel truc, ou on va placer telle référence, essayer de raccrocher wagon à tel truc, mais que ça donne pas une direction à la série en elle-même. D'autres petits détails savoureux ou des erreurs qui vous ont fait tiquer, j'en lance une et puis après je vous laisse la parole. Forcément, Slave One, la semaine dernière j'ai dit mais on voit pas l'intérieur, j'ai envie de voir comment ça marche. Cette putain de baie vitrée, elle sert à quoi ? Bon bah elle sert à éclairer le reste du vaisseau qui bouge sur les mêmes comme une espèce de gros rouage. C'est génial, j'ai kiffé, je pense, j'ai crié, j'étais comment Phobos Il était fou, il était là. Ah, mais je l'avais dit. Tu sais que je me suis mordu les lèvres pour rien te dire avant, hein, parce que je l'ai vu avant toi et je t'ai envoyé un message avant que tu vois l'épisode et je me suis vraiment mordu les lèvres pour pas mentionner spécifiquement le Slave One. Voilà, et à part ça, je suis pas fan de Star Wars, tu vois, j'ai des potes qui se retiennent de me dire que dans l'épisode, mon gars, spoiler de ouf, le Slave One, on voit comment ça bouge depuis l'intérieur, enfin, un truc qu'on voyait déjà plus ou moins dans l'Attaque des Clones, mais j'avais envie de voir un peu comment ça avait évolué et à quoi ressemblait un peu la carlingue de cet engin-là. Le coup de la bombe sonique, bon, c'est ultra, c'est ultra gratos, mais c'est en mode genre, la prélogie, on t'a pas oublié, forcément... C'est mon effet audio préféré de toute la saga. Donc quand je l'ai revu, j'étais comme un gosse. J'étais ah oui, encore. et franchement, c'est plaisant. Enfin, ouais, c'est ce genre de détail où tu te dis, notre dernier épisode non hors série, j'ai envie de dire, avant Manda Lockdown, c'était les Pod Racers et on se demandait pourquoi personne n'a jamais osé, tu vois, le faire sous l'ère Disney. Et encore après les 11 annonces d'hier, on n'en a toujours pas. Mais tu vois, la bombe sonique, bon, on va pas faire bombe sonique Star Wars Story non plus, tu vois, mais moi je fais ça, je prends. Donnez-moi ça. Non, mais il y a vraiment ce côté, on le revoit et on est enchanté, quoi. Tu vois, genre vraiment en mode, c'est du pur design Star Wars. Ouais, mais surtout genre, qu'on le revoit ça, pas dans le même contexte, mais pour les mêmes raisons. Ouais, tu vois, c'est le même vaisseau qui a les mêmes armes. C'est pas gratuit dans le sens où c'est une référence à un truc qui est ailleurs, machin. Non, c'est les bombes soniques, bah, le Slave One, il en a, quoi. Voilà.
Normal. Et vous vous rendez compte que une semaine après avoir ramené un personnage que les fans attendaient depuis 35 ans, c'est juste un pilote dans cet épisode, on s'en fout. Ça pourrait être n'importe qui, Boba Fett, c'est juste un pilote dans l'épisode. Ouais, mais il a repeint son armure. Moi j'ai adoré ça, j'ai adoré le fait qu'il récupère son blaster, je sais plus comment c'est, Free je crois, Free. L'armure elle est repeinte, mais il a toujours gardé la bosse au niveau du crâne. J'ai l'impression que Filoni va finir par quand même réussir à nous faire une série animée ou un truc, expliquer d'où ça vient ce truc là, dans le fait qu'il colmate pas l'espèce de petite brèche que ça peut créer. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté en fait genre, il était essentiel quelque part l'épisode de la semaine dernière pour te réinstaurer le perso et ils voulaient le faire de manière hyper vulgose, saucisse, directe, peu subtile. Moi je pense qu'ils auraient pu le faire de manière beaucoup plus stylée et sans doute beaucoup plus subtile. Mais là tu vois, j'ai avalé ma pilule et je vois Boba Fett dans le fond et il transporte le Mando et je suis refait. D'ailleurs, la petite vanne de Mayfell au début, ouais, pendant un temps j'ai cru que t'étais avec l'autre Mandalorian. Le mec il arrive, bon, ah merde. Et du coup, je trouve que ça marche trop bien quoi. Et Fett d'ailleurs, quand t'as Temuera Morrison dans le cockpit, devant l'espèce d'hologramme et tout, avec, sans le casque et tout ça, j'ai vu aujourd'hui, il y a Phil Noto, qui est un dessinateur de comics et qui est un super fan de Star Wars, qui a fait un fan art sur la dégaine du perso. On sait que ces connards de la fandom menace et connasses d'ailleurs, soyons inclusifs, mais on dit que voilà, Boba Fett, le mythe est ruiné parce que voilà, il a du ventre ou que sais-je. Mon Dieu. Je sais pas pourquoi, mais je trouve cette espèce d'uniforme, tu vois, une espèce de classe un peu guerriero. Il a la ceinture, tu vois, de munitions sur le bidon, mais ça passe bien, quoi, tu vois. Il y a quand même la petite réplique, il risquerait de me reconnaître si c'était lui qui y allait. J'ai fort apprécié cette petite réplique. Bah complètement, ouais, ça aussi c'est trop cool. Enfin, il y a une saveur, tu vois, dans cet épisode et une subtilité, alors que pourtant dire d'un mec qui est un clone, ils vont me reconnaître parce qu'il va, tu vois, au milieu des Stormtroopers, c'est quand même, ça n'a pas cherché très loin, je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est pas, je te cite 2 fois une réplique qui vient d'un film Star Wars précédent, quoi. Tu vois, t'as un mec qui a bossé et qui s'est dit ouais non là c'est too much, donc je vais faire un truc un peu plus marrant, un peu plus soft quoi. Et ouais, je trouve qu'il dégage un truc. Je suis presque surpris qu'on n'ait pas eu d'annonce dans la direction d'une série Boba Fett du coup en fonction. Après peut-être que ça viendra sous une forme ou sous une autre. Mais non, très très cool de voir ce Slave One, et même pour étendre plus loin sur le design, le Juggernaut et les véhicules à roues qui sont très rares dans Star Wars, le fait que là tu as un nouveau véhicule mais qui a quand même déjà un petit peu une gueule quand même qui évoque ce qui a pu se faire soit dans l'univers étendu ou soit tu vois dans les différents spin-offs. Enfin franchement ça aussi c'est super plaisant, et le coup du speed ou du salaire de la peur où il faut être assis à une certaine vitesse, c'est hyper ludique quoi, mais c'est pour moi toutes ces espèces de détails sonnent très Star Wars quoi, tu vois, le Vietnam et tout le délire dont on a déjà parlé. D'autres choses qui vous ont amusé dans cet épisode? J'en parlais un petit peu dans mon intro sur le fait que ça pourrait essayer de raccrocher des trucs avec la nouvelle trilogie, et notamment je parlais du First Order. Il est presque expliqué en une phrase en fait dans l'épisode, dans cette fameuse scène Inglourious Basterds où cet impérial leur dit, les gens disent il faut dire que les gens disent qu'ils veulent la liberté, ils veulent juste de l'ordre. Et je trouve que ça explique très bien comment dans une société post-empire, la société ou même les différentes sociétés, parce que c'est quand même beaucoup de sociétés différentes, ont tendance à vouloir essayer de sortir du chaos en retrouvant un ordre quoi qu'il en coûte. Et je trouve que ça a tendance pour moi philosophiquement à se rapprocher de l'épisode 8 avec sa réflexion sur les castes supérieures qui servent à la fois le First Order et la Nouvelle République. Et le fait que voilà, toute cette scène casino que beaucoup de gens n'aiment pas dans l'épisode 8, qui pour moi est une grande partie de cet épisode, je trouve que c'était pas mal dans cet esprit, et c'est loin d'être subtil hein. Quand on te lâche le mot ordre, les gens veulent de l'ordre dans du Star Wars en 2020, c'est loin d'être subtil hein, mais ça marche, enfin pour moi ça reste cohérent quoi. Et d'ailleurs je disais tout à l'heure, pour moi, Mandalorian, un truc qu'il apporte, c'est quand même que le post-chute de l'Empire est vraiment encore pas mal présent quand même. Ouais, très clairement, on sait qu'on est plutôt sur la bordure extérieure, et donc c'est là qu'il se cache. Mais c'est vrai que c'est très cool de voir presque enfin très cool, pas vraiment, parce que je ne suis pas team Empire sur les réseaux sociaux, ni ailleurs d'ailleurs, mais
il y a quand même une infrastructure en fait qui est développée et qui laisse entendre ou en tout cas nous permet de comprendre pourquoi les mecs auraient encore des troupes en état de se battre, un certain nombre de véhicules et tout. Bon alors après on est complètement encore dans ce Star Wars, on est en train de se faire Rebels en ce moment avec Phobos et le nombre d'épisodes où il faut trouver du carburant, je me souvenais pas que c'était vraiment une ressource aussi primordiale, mais très clairement là ça l'est aussi pour l'Empire et c'est normal parce que là la situation s'est un peu inversée pour eux. Au début, quand ils vont chercher Mayfeld, la planète en fait qui est juste, c'est une prison à ciel ouvert où les mecs ils désossent des vaisseaux. En fait, il a des vêtements qui ressemblent énormément à ceux de Rose. Et du coup, t'as cette espèce de truc, ouais, c'est un bleu de travail de mécano et ça justifie, ça raccroche encore une fois avec des designs qu'on connaît déjà et j'ai trouvé que ça marchait bien. Ils sont assez forts là-dessus, hein, de toute façon. Ouais. Et je voulais rebondir sur ce que JB disait sur la scène d'ouverture là où ils sont dans cette espèce de décharge. Qui en fait est quand même ressemble plus ou moins à un espèce de bagne, on va pas se mentir, et qui montre qu'en fait la Nouvelle République elle a peut-être quand même des zones d'ombre un peu chelou quoi. Enfin, est-ce qu'on attend vraiment des gentils qu'ils envoient leurs prisonniers dans une espèce de décharge à ciel ouvert, enfin c'est moyen quoi. Donc je sais pas, moi ça me dérange pas. Très bien. Ouais, mais je sais pas, c'est un criminel de guerre, on sait qu'il a tué des mecs, enfin tu vois, genre il passe sa journée à découper des tailles, voilà. Ok, le travail forcé, c'est pour toi, très bien. Ouais, bah, tranquille, tu vois, on est dans une économie, dans une géopolitique post-guerre, tu vois, genre Bah tu vois justement les Américains ils engageaient les nazis pour travailler pour eux, tu vois. Et ça pose des questions quand même, tu vois, sur quelle est la moralité de la Nouvelle République et sur quoi elle se construit et comment elle se construit. Et encore une fois, ça casse le côté manichéen de la gentille République et le méchant Empire. Ça donne de la subtilité, pas sur les motivations politiques des personnages, mais plus sur l'organisation globale de cette société. Non, mais ça, complètement. Je m'attends à ce que ça soit le genre de thème développé dans Rangers of the New Republic, notamment, en fait. J'espère que ça sera pas une série Walker Texas Ranger de Star Wars, tu vois. Ça sera un caméra café sur le mec qu'on a déjà vu 2 fois dans la saison, qui avec son petit calepin là et qui donne des PV. Non, j'espère que ça explorera ce côté un peu sombre de la Nouvelle République, justement. J'espère qu'on reverra The Marshal. Ça semble plutôt bien parti, d'une manière ou d'une autre. Non mais ouais, ok, ouais. Donc voilà, cette prison à ciel ouvert vous a marqué. Il y a autre chose. Est-ce qu'on parle un petit peu de notre ami Fennec et du team-up avec Cara Dune qui du coup est un peu automatique, non? Mais moi je sur le côté avec un sniper et c'est réglé. Je me suis un peu foutu de cette partie, je t'avoue. Je suis pas sûr que ça marche très bien en fait. Hein. Pour moi, ça n'a pas marché. Je suis d'accord, Manu, ça fonctionne moyen, et notamment parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alchimie en fait entre les deux actrices et que ça se ressent et que il y a des subtilités que Gina Carano a du mal à jouer. Et voilà, je trouve qu'il y a des dialogues ou des petits moments de complicité en fait qui passent mal. Ce qui fait qu'on s'en fiche un peu de cette partie. Et effectivement, c'est un peu la facilité de dire bah voilà, les deux meufs, c'est des snipers. On les voit 1 minute 30 à la fin. Et voilà. Même si ça fait plaisir de voir 2 meufs snipers dans Star Wars côte à côte, parce que je pense que c'est à peu près la première fois qu'on voit ça en live action. Donc, Ce qui est dommage en plus, c'est que la scène, elle est cool dans le sens où, pour moi, les gens qui snipent comme ça pendant que les autres progressent, je trouve l'idée cool, tu vois. C'est un truc. J'avais l'impression d'être dans GTA quand tu changes pour Trevor et puis que de Trevor à Michael et puis que tu tires sur les mecs pendant le braquage, tu vois. Mais en fait, elles se font presque voler la vedette du sniping par Mayfeld à la fin. Et du coup, c'est un peu dommage pour elle parce que lui, il fait un shot assez incroyable quand même. Et ouais, ça vole presque la vedette au duo. Et parce que moi j'ai beaucoup aimé Mayfeld du coup dans cet épisode, alors que j'étais comme vous, je le détestais dans la saison 1. Je trouve que c'est incroyable d'avoir fait une redcon en 30 minutes d'un personnage que tu avais vu 30 minutes avant. Je sais même pas si c'est une redcon, mais il y a un vrai truc de, tu vois, dans l'épisode que Rick Famuyiwa avait réalisé, du coup c'est lui qui introduisait ce personnage, mais il me semble que les scénaristes du coup The Mandalorian, de cet épisode-là en particulier, il me semble que le scénario il venait d'un truc de l'époque de Star Wars Underworld, qui était du coup le Star Wars live action series de George Lucas. Et en fait je crois que c'était un scénar qu'ils avaient récupéré et qui s'insérait assez bien dans l'histoire de Mandalorian, donc ils en avaient fait un épisode. Et donc du coup t'avais vraiment ce ton assez bizarre et assez grimdark qu'on aurait sans doute eu tu vois il y a quelques années de ça,
où t'avais l'impression qu'ils tuaient ces différents mecs et en fait à la fin ils étaient en vie. Et du coup le personnage il était introduit comme un sniper impérial et le gars il disait ouais bah, enfin bon les impériaux vu comment vous tirez ça veut pas dire grand chose un sniper impérial et t'as l'impression que Rick Famuyiwa il était là non c'est un sniper impérial les gars genre s'il prend un cycler rifle il dégomme la cible t'inquiète pas de problème quoi. Mais c'est intéressant Avec d'ailleurs, ce- peut-être qu'ils ont utilisé la backstory qu'ils auraient eu pour lui dans Underworld à l'époque. Je sais pas. Ouais, je sais pas dans quelle mesure en fait ce qui est dans cet épisode est vraiment nouveau ou pas, mais c'est vrai que déjà, enfin, je me souviens de l'année dernière quand je matais l'épisode, j'étais en mode ok c'est un peu cool, mais on sent quand même que c'est pas du tout la même vibe à l'origine, tu vois. Et du coup, bah, cette retcon ou en tout cas cette construction de personnage, elle est d'autant plus impressionnante que en fait il fait juste ce que le personnage est censé être si c'est un bon personnage, et d'un coup on est en mode waouh truc de ouf, tu vois. Il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont changé son design, quoi. Il a un design Star Wars, ce qu'il avait pas avant, quoi. Et ça change tout, en fait. T'aimes pas le col roulé noir? J'aimais pas le col roulé, les mitaines et puis le flingue sur l'épaule. Là, il est juste habillé comme un personnage de Star Wars, quoi. Ouais, complètement. Des derniers petits trucs à relever ou est-ce que je vous... Ouais, moi on j'avais parle- un truc. Vas-y Manu. C'est toujours très stupide dans un film ou une série télé d'appeler ton ennemi pour lui dire que t'arrives. Mais putain, qu'est-ce que c'était cool. La fin où le Mandalorian il contacte Moff Gideon pour lui dire non mais ok, tu sais ce que je veux, Est-ce que j'arrive, c'est pas- je viens te chercher. Est-ce que c'est pas ça la signification du titre? Il croit que c'est pas forcément une question d'être Mandalorien ou non, ou d'être un enfant de la Death Watch ou non, mais juste de croire au fait qu'il est bien le père de Grogu, tu vois. Est-ce qu'il revendique pas ça à la fin en reprenant la réplique de Gideon et en lui insistant bien dessus en mode genre il compte plus pour moi que tu peux l'imaginer. Il le dit pas encore, it's my son. mais tu vois, Ouais, à la fin, il va nous faire tu sais, il va prendre sa voix à Harrison Ford et il va faire Get away from my son. Et piou. Ah, déjà, il y a un truc dans cet épisode-là. Ils disent his child. Tu vois, c'est plus the child, c'est son. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est devenu son enfant, tu vois. Mhm. Alors lui, il le dit pas encore, mais en même temps, il parle 3 fois dans l'épisode. Mais ça va arriver, oui. Il va se revendiquer officiellement comme le père de Grogu. Ouais, c'est vrai que c'était sympa, cette espèce de petit teasing à la fin où il dit bon, j'arrive et je vais te casser la gueule. Mais dans l'état actuel des choses, je le vois pas le faire sans appeler Bo-Katan, en fait. Ouais. Ah, non, mais- on reviendra peut-être un petit peu là-dessus, du coup, vu que le prochain est le dernier de la saison. Je pense qu'on pourra se permettre d'aller un peu plus loin dans nos attentes pour le prochain, juste à la fin de ce podcast. Mais si vous voulez bien, messieurs, dames, on va rentrer, sauf si tu avais un truc à ajouter, Phobos. Ok, j'ai cru que tu m'avais fait un geste de type... Elle t'a fait un doigt. Mais non. Ah oui, carrément. Mais c'est mérité, honnêtement, pour un mec qui aime pas Star Wars, de toute façon, c'est comme ça qu'on les traite. Bref, revenons sur les petits détails, les easter eggs, les références qui font plaisir aux fans de Star Wars. Pour ce qui est de la planète que nous avons visitée dans cet épisode, la planète Morak, sachez qu'elle a été créée pour cet épisode, donc il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, si ce n'est ce qu'on a vu dans l'épisode, donc je ne vais pas vous faire une insulte en vous décrivant ce qu'on a vu. On a pas mal parlé des différents Stormtroopers. On a revu les Shore Troopers de Rogue One, ceux qui sont beiges. D'ailleurs, petite dédicace à ce pauvre Shore Trooper qui observe la fusillade avec son plateau et qui est en mode genre merde, je peux pas, enfin j'ai pas d'arme en fait. Et tu sais, j'avais limite presque envie qu'il. Bon, ça c'est peut-être un peu mon côté con, mais j'avais presque envie, tu sais, qu'il y a un côté genre il jette son plateau, il se barre ou genre tu sais il se décale légèrement de la caméra, tu vois, genre enfin parce que ils auraient J'attendais pu un truc insister comme ça encore un peu aussi, plus. Ouais. Mais du coup, très, très drôle. Et après, du coup, pour la tenue des pilotes de ce fameux Juggernaut, c'est un mélange du coup de la plaque des Mud Troopers qu'on a vu dans Han Solo, dans Solo Star Wars Story, pardon, et le casque des Troopers, de commandants de chars qu'on a vu dans Rogue One. Du coup, maintenant, on arrive vraiment à une complémentarité dans les accessoires développés par le Star Wars de Disney qui, quand même, fait assez plaisir. Enfin, qui, en tout cas, parle à mon fan, à mon côté un peu cosplayer, je dirais. Pour ce qui est du carburant, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est du Rhydonium. Carburant introduit d'abord dans The Clone Wars, qu'on voit aussi dans Rebels, dans The Force Awakens, dans les comics Po. Enfin, c'est un peu le samplon 95 hein, de la galaxie. Donc c'est un peu. Il est un très- peu très instable classique, pour ces du choses-là. samplon 95.
C'est vrai, ouais, c'est du avec beaucoup plomb 95. Parce que ça pète bien fort. On en parlait en off avec notre ami JB. La planète Tanab est mentionnée. Alors du coup, c'est un petit point intéressant. Je vous fais un monologue, mais je vous propose qu'on reparle aussi de cette scène où notre ami Mayfell fait semblant que Brown Eyes a perdu un petit peu son ouïe au combat. Parce que Tanab c'est une planète agricole et dans l'ancien univers étendu c'est Lando qui l'a défendu avec une flotte locale contre des pirates. Et du coup, dans le retour des Jedi, quand Lando est fait général et que Han Solo hallucine un peu, il fait je pense que quelqu'un leur a parlé de ma petite bataille, ma petite manœuvre à la bataille de Talarn. Et j'ai toujours entendu Talarn, en fait c'est Tanab, et j'ai une déformation professionnelle car Talarn est une planète de Warhammer. Voilà, désolé Yasmina qui nous écoute et qui en a marre qu'on passe de l'un à l'autre, mais comme ça je lui fais une dédicace, ça lui fera plaisir, j'espère. Mais voilà, donc Tanab, T2A-NAB, c'est une planète du coup de type agricole, cool, sympa, il y fait bon vivre. Et dans l'univers étendu, elle était aussi attaquée par Thrawn et sa flotte, donc post-retour du Jedi. Et du coup, il y avait des impériaux à un moment sur Tanab. Donc je ne sais pas si en fait il raconte ça à Mayfell parce qu'il prend n'importe quelle planète au hasard, parce que sans doute les impériaux ont été un peu près partout dans la galaxie à un moment ou à un autre, ou si c'est une référence à l'univers étendu, potentiellement même à Thrawn, qui sait. Je pense qu'on va chercher un peu loin, mais voilà. Et en tout cas, dernier petit morceau sur Tanab, à l'origine ça devait être la seconde partie en fait du film Solo, et qui aurait insisté un peu plus sur Lando. Donc peut-être qu'on l'aura dans la future série Lando. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette petite scène de quiproquo? Est-ce qu'elle nous a bien fait marrer ou non? Phobos, tiens. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. Ça fonctionne plutôt bien quand même. Bah oui, non mais moi j'adore. Enfin, je suis fan, surtout qu'en plus Pedro Pascal il a l'air tellement bête parce que le mec il arrive même pas à inventer un truc, tu vois. Et d'un coup le mec lui gueule dessus, on va dire ah ouais bon allez c'est bien, t'as servi ton empire, ça fait plaisir. Non mais il y a vraiment un côté un humour noir qui m'a pas mal plu dans cet épisode. Et dans cette scène, on nous parle aussi du TK name, donc le matricule des Stormtroopers. Alors petit mystère, peut-être que des gens m'aideront à trouver, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Donc le matricule des Clone Troopers, c'est City pour Clone Troopers. Et pour les Stormtroopers, ça a toujours été TK. Bon, après, c'est FN pour le First Order, par exemple. Donc, j'imagine qu'il y a plein d'explications. Il y a aussi d'autres matricules qui ne sont pas en TK. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait, ça s'appelle un TK name. Et il y a plein d'explications différentes. Il y a des mecs, notamment, Trooper qui Corps. partent... Ouais, peut-être. Corps avec un K. Mais, c'est bizarre, ouais, mais, corps comme ouais, pourquoi pas. Après, il y a plein de pistes. Il y a la 501e Légion, mais du côté cosplayer, pas dans l'univers Star Wars, qui utilise TK pour dire les Stormtroopers principaux. Je crois qu'ils disent TS pour Sandtrooper. Donc en fait, il y a une espèce de truc comme ça qui est peut-être en fait venu de eux en fait. Ça a été tellement influent. Mais à l'origine, TK c'est déjà entendu, je crois, dans Un Nouvel Espoir avec TK 436 ou un truc comme ça. Et il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'en fait l'Eurobesh, ça, en gros, Stormtrooper, enfin par rapport aux lettres, ça ressemblait à TK, et donc le mec prononçait TK alors que potentiellement quelqu'un avait dessiné de l'Eurobesh quelque part, ou à l'inverse, il a entendu TK, et c'est pour ça que l'Eurobesh ressemble à ce à quoi il ressemble, c'est-à-dire plus ou moins des lettres latines, mais pas tout à fait. Moi, je me suis demandé, parce que j'ai fait la recherche, comme ça que j'ai trouvé Trooper Corps. Je me suis demandé au début si ça pouvait pas être Trooper Knight, comme on a des chevaliers Jedi, tu vois. Et ben on pourrait avoir des chevaliers Troopers, quoi. Une sorte de T'imagines, rappel. à l'origine, dans les concept art de Macquarie, on voit un trooper avec un sabre laser, donc tout est possible, y compris brûler les planètes post retour du Jedi, post défaite de l'Empire, avec l'opération Cinder, ou Cendre en français, qui à l'origine était mentionnée dans un comics qui s'appelle Les Ruines de l'Empire, je crois en français, mais Shattered Empire 2. En gros, c'est le plan de contingence de l'empereur, et ça a pas mal été exploré par la suite, notamment dans la campagne solo de Battlefront 2, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. C'est la politique de la Terre brûlée, littéralement, quoi. Ouais, c'est ça. Je prends un satellite, je dérègle la météo de ta planète et je la bousille. Après, j'ai jamais trop compris, parce qu'il y a un certain nombre de planètes qui ont été touchées, dont la fameuse planète Burning Con, qui effectivement fait partie de l'univers étendu actuel. Et donc elle n'est pas juste droppée comme ça, mais elle est déjà mentionnée dans d'autres éléments. Donc là, c'est
c'est peut-être un petit coup du story group ou simplement de gens qui font un petit peu leur recherche, et ça c'est chouette. Mais ouais, l'opération Cinder, les mecs voulaient cramer 2-3 planètes. Dans Battlefront, ils veulent dégommer une planète qui potentiellement est encore loyale à l'Empire, mais peut-être elle cache, tu vois, des secrets impériaux, des trucs un peu de fabrication, donc on s'en fout un peu. Et je pense que ça rentre dans le cadre du discours justement de Mayfeld, qui va buter un mec parce que lui, sa division, elle était entre le rayon laser du satellite et ses gars, quoi, j'imagine. Donc ouais, c'était quand même pas mal d'avoir cette référence-là. Et encore une fois, souvent quand on a ces petites refs-là, même si bon, Battlefront, le jeu vidéo et tout, c'est quand même assez connu, mais je pense que ça incite les gens à aller regarder un petit peu plus loin dans l'univers étendu. C'est bien, c'est que ça fait de la situation entre Mayfeld et lui presque une suite à l'arc de Clone Wars. Alors, je me rappelle plus le nom de ce Jedi devenu Sith qui était leur général. Tu sais, qu'on voit la 501e constamment Ouais. se faire niquer. Et du coup, qu'on voit vraiment les hommes à la mort en permanence et qui s'en foutent complètement, quoi. Et je trouve que ça répond un peu à ça dans le traitement du soldat qui s'est fait complètement enfler par ses commandants. Ouais, totalement, ouais. C'est vrai que j'avais pas fait le parallèle, mais bien vu, mon cher Manu. Et je terminerai par le caméo du fameux officier impérial dont on parle depuis tout à l'heure, qui est incarné par Richard Brake, qui incarne du coup ce Valin S, officier impérial, qu'on a vu dans Game of Thrones, puisque c'est lui qui prête son visage au... Comment il s'appelle, au Night King, c'est ça? Ouais, et qui incarnait Joe Chill, le tueur des parents Martha et Papa Wayne, Thomas, pardon, j'avais perdu son nom. Quel infâme personnage, il a tué les parents de Batman, c'est vraiment pas cool. Et puis, ouais, Mais c'est parce qu'il vivait dans une société, c'est pour ça. oui, c'est vrai qu'il vit dans une société. Qu'est-ce qu'on a pensé de sa petite perf plutôt sympa, enfin, Ouais. très, très belle dent pourrie, enfin, vraiment une dégaine absolument horrible, non? Ouais, bah il fait bien l'enfoiré, quoi. Alors ça fait très Inglourious Bastard sans en avoir forcément toute l'ampleur, parce que je pense qu'il n'y a pas le même temps de tournage, il n'y a pas les mêmes ambitions, mais ça rappelle beaucoup ce genre de choses avec ce commandant. Alors Inglourious Basterds, on pense à la scène forcément du bar, mais ça rappelle aussi un petit peu la scène du début où tu as le personnage de Christopher Waltz qui est là à t'expliquer pourquoi tuer les juifs c'est bien, tu vois. Et tu te dis, c'est le même genre de personnage dans on fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout. Moi, j'ai beaucoup aimé sa perf et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça montre qu'en fait, les gens qui restent dans l'Empire aujourd'hui, c'est vraiment les crevures qui y croient à fond, quoi. Et c'est déjà un truc, il me semble, que j'avais souligné dans les précédents épisodes. Et il continue sur cette lancée-là et je trouve que c'est assez intéressant dans ce que ça raconte. Surtout sur la naissance du First Order, en fait, qui est vraiment fondé par les plus vénères de l'Empire. T'avais déjà le personnage de Titus Welliver qui se suicidait Ouais. pour cracher le vaisseau il y a quelques épisodes. C'est le même genre de conviction extrémiste, quoi. Non, mais ouais, effectivement, on voit ces convictions extrémistes-là une nouvelle fois à l'action. Moi, j'ai un petit peu hâte de voir comment cette série-là ou d'autres vont pouvoir potentiellement, pas retcon, mais un peu apporter un petit peu d'ordre, si vous me permettez l'expression, dans cette montée en puissance justement du First Order et de comment il est né. Alors là, c'est vrai qu'on voit l'infrastructure, on a un peu aussi une typologie des gars qui sont restés et tout, donc ça commence à être vraiment intéressant. Et c'est un peu ce que je supposais, ce que j'avais toujours supposé, donc je suis pas spécialement surpris. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a une putain de série de vrais bâtards, tu vois, à suivre, tu vois, sur Disney Plus Star, c'est ça la Sur version Star, adulte ouais. maintenant, avec, tu vois, des coups d'enfoirés dans tous les sens sur savoir qui va prendre la suite de l'Empire, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a aussi plusieurs factions rivales. C'est ce qui était un petit peu plus ou moins aussi teasé dans les différents bouquins qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent. Donc forcément pas mal, mais justement puisqu'on commençait à rentrer dans le wishlisting, je vais donner la parole à Manu sur ce qu'on attend du prochain épisode, dernier épisode de cette saison, sans forcément rentrer dans les méga détails, parce que j'imagine qu'on peut être surpris, mais let's go Manu, dis-moi tout. Tu veux dire dans ce que je souhaite qu'il se passe ou dans ce que je pense qu'il va se passer? Bah écoute, tu peux faire un mélange des deux, hein. Dans ce que je pense qu'il va se passer, ça a été anticipé depuis plusieurs épisodes déjà, hein, c'est le team-up de pas mal de personnages qu'on a déjà vus. Je pense pas tout le monde, hein, à mon avis, il y aura pas Ahsoka, ça me paraît pas être pour ce moment, mais Bo-Katan avec ses trois sbires, enfin ses deux potes, je les vois bien revenir.
Et puis, ouais, quelques personnages qu'on a vus, ça va être un team-up pour aller attaquer le vaisseau de Moff Gideon. Alors, je suis pas sûr que ça se résolve, en fait. C'est ma grosse interrogation. Je suis pas sûr que ça se résolve dans le final. On sait que c'est renouvelé. Je me demande s'ils vont pas jouer le cliffhanger. Ce qui est pas quelque chose dont on est habitué dans Star Wars. Alors on a des cliffhangers genre Ahsoka part et tu la revois pas pendant 6 ans parce que ces cons-là ils la ramènent que dans la saison 7. Mais ouais, je suis pas sûr que tout soit, enfin qu'on ait un Baby Yoda d'un côté ou de l'autre de façon déterminée en fin d'épisode quoi. J'ai dit Baby Yoda cette fois. Yes, j'ai vu que tu régresses au fur et à mesure de ce podcast, Manu. Tu es durement jugé, sache-le. JB, toi qui appelais effectivement aussi Bo-Katan Kryze de tes voeux, d'autres idées? Un petit duel Darksaber contre Lance de Beskar, ça je pense qu'on l'aura. Moi j'aimerais bien, mais comme je l'avais dit la dernière fois, que ça amène de la nuance sur le personnage de Baby Yoda, que ça soit lui en fait qui tue Moff Gideon. Et que du coup on ait cet enfant qui maîtrise la force, qui sait pas s'en servir et qui des fois l'utilise mal, et du coup ça créerait de la nuance sur le personnage. Après j'y crois pas trop hein, tu vois, ça c'est un vœu très pieux de ma part, mais bon ouais, ça va être un épisode de bagarre. Je sais pas, on sait qui réalise déjà la semaine prochaine? Non, c'est toujours pas. Et d'ailleurs, j'avais une appendice à ajouter. Je pense que, genre, j'ai oublié, je sais même pas si on a son nom, la lieutenant de Moff Gideon. Je pense qu'elle est là pour se taper contre Gina Carano dans ce final. Clairement. J'attends de voir ça. Je pense qu'elle va penser à elle, j'attends de voir ça. Et Phobos Oui. a une anecdote sur le sujet, justement. Oui, il faut savoir qu'en fait, c'est une martial artiste. Si vous tapez son nom sur Google, il y a quelques photos où on voit qu'elle est vraiment très très musclée. Donc Ouais, voilà. ça se voit déjà dans le costume, moi, je trouve. Ouais. Elle peut me soulever dans tous les sens du terme. Bah dis donc, je sais que c'est la fin du podcast, mais un peu de tenue quand même. Ça se trouve, elle est anti-vaccin elle aussi, donc ça fait un très beau combat à armes égales, j'ai envie de dire. On retrouvera peut-être le nom, soit dans la description, à moins que quelqu'un réussisse à le trouver là maintenant en parallèle. De l'actrice Ouais, Cathy O'Brien. Cathy O'Brien. Eh oui. Ok, très bien. Le mec était sur le dos déjà. Merci beaucoup. Ouais, il est fort, il est fort. Qu'est-ce que t'attends justement, Phobos, à part te faire soulever par Cathy O'Brien? Eh ben écoute, je suis un peu c'est comme... tout. J'attends que ça. Non, je pense aussi que ça va être l'épisode final de la bagarre. Et je suis pas sûre que Moff Gideon y passe, par exemple, dans cet épisode final. Je trouverais ça un peu dommage d'ailleurs, parce qu'au final, on l'a vu vraiment par micro-touche cette saison. Donc j'aimerais bien qu'on développe un petit peu plus son perso. Donc à mon avis, je pense qu'il va revenir pour une saison 3. Après, effectivement, qui aura Grogu à l'épisode prochain, ça c'est la question. Mais ouais, moi je suis bien fan de voir justement Grogu faire démonstration de la force en mode un peu pétage de câble, et il sait pas trop ce qu'il fait, et ça bute 2-3 personnes au passage. Donc, Mais surtout qu'il l'a déjà fait plusieurs fois dans la série, étrangler les gens en voulant Oui. protéger Dean. Donc Tout à fait. ce serait pas forcément étonnant. Il y a peut-être même du foreshadowing, comme on dit dans les bons cercles, par rapport à tout ça. Après, on va avoir sûrement droit à du team-up de Mandalorian avec Boba Fett, Mando, Bo-Katan et ses potos. Mais du coup, il y a une bataille spatiale. Comment ils attaquent le vaisseau, à votre avis? Ils sont dans l'espace. Putain, Boba Fett qui va dégommer des TIE Fighters avec les Gatling, les bombes soniques et tout. C'est là que je disais que c'était très con d'appeler ton ennemi avant, parce que ça lui donne un avantage stratégique quand même certain, s'il veut se protéger. Mais, Sauf si en fait tu viens jamais le chercher. mais du coup, ouais, je sais pas. Non, mais ça pourrait être sympa qu'il y ait un vrai. Ça fait quand même 2-3 fois dans la saison, dans l'épisode 2 au début, dans l'épisode 4 à la fin. Là, la bombe sonique, on tease quand même du gros dogfight à un moment ou un autre. Ça pourrait être pas mal de rentrer limite à la Star Wars in media res. L'épisode il commence et c'est direct dans une nuée de TIE Fighter avec le Slave One. Ça peut être sympa, tu vois. Ouais, Ça après, ferait une belle je ouverture. pense qu'il va y avoir trop de Mandaloriens dans ce combat pour pas utiliser des jetpacks, et du coup, je vois ça plutôt sur Terre. Ah, mais jetpack dans l'espace, ça marche aussi. Hein. On a vu des Mandaloriens dans l'espace comme ça, en mode free, je me balade avec mon casque dans l'espace, quoi. Je suis pas sûr.
Ouais, si, il me semble que dans Rebels, tu vois ça, ouais. Parce qu'il y a. Ok. Ouais, c'est dans la saison 4 d'ailleurs, je crois. Parce que notre ami Ezra, il a justement cette espèce de scaphandre horrible et les Mandaloriens, ils sont en tenue classique. Ce que j'ai Ok. toujours trouvé ça bizarre parce que leur tenue a pas l'air spécialement pressurisée, hein. Bah ouais, Mais c'est Star Wars, donc on s'en bat les couilles, on va pas commencer à faire des débats à base de oui, mais alors la vitesse de la lumière, si tu percutes un vaisseau. Non, rentre chez toi, bois un jus de fruits et ça va aller, je te jure, frère. Voilà, d'autres théories? Non, on est bien, franchement, on a envoyé des duels, on a envoyé ce qui va arriver à Grogu, à Moff Gideon. Voilà, bon, moi j'aimerais bien aussi qu'ils survivent, bah, surtout parce que déjà que la série en est pas vraiment une en structure, si d'un coup il n'y a plus d'antagonistes, ça va faire bizarre. Je pense que Boba Fett va mourir, moi. Tu penses vraiment que Boba Fett va Ouais. mourir ou c'est... Ouais, je pense qu'ils vont. Ils l'ont ramené, ils se sont fait plaisir. Je les vois. Tout ça pour avoir le Slave One. Bah voilà, je les vois bien en fait tuer le personnage pour finir d'achever sa rédemption en fait. Il se sacrifie. Je serais qu'à moitié surpris que moi il survive et qu'il fasse partie du crew en fait dans le futur quoi, ou qu'il fasse partie d'une série sur C'est Bo-Katan ou je Oncle ne sais Fett. quoi. Mais je le Ah, il vois a bien pas en eu sa personnage série en lui-même, annoncée en fait. hier, donc il a pas sa série dans 2 ans, tu vois. Donc il va pas Mais non, survivre. mais je sais pas sa série à lui, c'est faire partie d'une série sur des Mandaloriens. Enfin, je le vois bien, tu vois. Bah, après, c'est toujours ce qui a été plus ou moins amené dès le titre avec The Mandalorian, qui au départ était sur le teasing de est-ce qu'un jour on connaîtra le nom de ce perso? On le connaît depuis la fin de la saison précédente. Et en fait, tout l'inversion très Filoni dans l'esprit tu vois, de la série jusqu'à présent, c'est de dire tu crois qu'on va te dire ce que c'est Grogu, d'où il vient, etc. Même si on a eu des éléments là-dessus, mais en fait, ce qu'on va te raconter, c'est comment Din Djarin devient le nouveau Mandalore. Enfin, pour moi, c'est ça, ou au moins, si c'est pas lui, comment lui les guide vers une réunion, tu vois. Et d'ailleurs, encore une fois, on n'en a pas parlé, mais le teasing de c'est quoi le point commun entre Alderaan et Mandalore, ça n'existe plus. Ah oui, mais si, ça existe encore, parce que la planète, elle existe encore, elle n'a pas été détruite. Donc, elle peut renaître de ses cendres, tel le phénix. Haha. Il suffit d'avoir un Darksaber pour ça. Il suffit d'avoir un Darksaber et de rassembler les Mandaloriens, donc ça va arriver. Sera-t-on encore vivant pour le voir? Sera-t-on en 2037 sur Disney++? La question se pose, mais effectivement, c'est quand même vers ça qu'on imagine que la série pourrait facilement se terminer en voilà, dans une narration typique de Dave Filoni, hein, qui ouvre comme ça vers des trucs plus grands. Après, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que les gens seront suffisamment familiers avec la mythologie mandalorienne pour s'y intéresser? Je sais pas. Mais très clairement, ouais, je trouve que l'idée de JB, qui m'a estomaqué, je dois dire, pendant quelques instants, n'est pas si bête, notamment par rapport aux annonces d'hier soir, mais aussi au fait qu'ils lui ont dédié un putain d'épisode entier, un peu fanservice en mode s'il faut qu'on le tue, on n'aura plus l'occasion de le faire après, donc il faut le faire maintenant. Mais voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mourir. Je ne sais pas. Temuera vient de revenir, là, les gars. Bah, il Soyez un peu peut sympa, revenir quoi. en saison 3 en étant Rex, tu vois. Ah oui, c'est bon ça. Bah voilà. Mais il est fort, mais il est tellement fort. C'est pour ça qu'il aime Star Wars et qu'il est dans ce podcast. Il sera Rex dans Ahsoka, pas dans The Mandalorian. Putain, mais Oui. il sera dans tous les épisodes. Il sera partout. Il sera partout. Temuera Morrison il est même partout. Il est même dans Aquaman. Il est même sous l'eau, le gars. Le gars est sous l'eau, il est dans l'espace. Qu'est-ce qu'il lui reste à visiter? Les deux trucs qu'on ne connaît pas dans l'humanité, sous l'eau, l'espace, le gars l'a fait. Le gars a tout fait. Merde. Je suis très enthousiaste sur cet épisode de Mandalorian et cet épisode de Mandalorian en particulier. Donc il me reste à vous rappeler que 1, j'aime Star Wars et que 2, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode avec un ultime invité de marque, hein, c'est un peu J'ai hâte d'entendre ça. Mandalorian lui aussi. Moi aussi, surtout que voilà, l'holonet ne doit pas fonctionner chez lui parce que je n'ai toujours pas de retour, mais j'espère qu'il sera là. On n'est pas sûr que l'invité j'espère soit là, du coup. Ouais, voilà, mais au pire, on trouvera quelqu'un de marque aussi, tu vois, mais bon, ça sera pas pareil, mais voilà. Et ce qui est vrai, c'est que vu qu'on n'a pas annoncé officiellement qui J'ai c'était, on reçu, peut prendre qui on veut. J'ai reçu Mais des c'est ça. communications de cette personne, je peux passer des messages éventuellement. Non, mais je pense que cette personne va me répondre, mais c'était crypté, il avait pas son petit stylo impérial là, donc ça a mis un peu de temps, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, donc en attendant, la semaine dernière, dernier épisode de Mandalorian, on vous fait des bisous. Retrouvez Manu et Le Coin Pop sur les réseaux. Alors c'est quoi tes tags, mon petit Manu? Oh là là, je les connais pas tous. Mais pour Le Coin Pop, Ok. ça doit être Le Coin Pop. Tout simplement, je pense que tout est attaché. Sinon, moi, c'est Emmanuel Pedon.
parce que j'utilise mon full nom en tant que tweet name, donc voilà, désolé. Non, mais c'est très bien. Et puis voilà, ça sera les bonnes bases parce qu'après il y a pas mal de spin-off du Coin Pop, mais vous les trouverez centralisés sur le Coin Pop. Et par contre, il y en a un nouveau qui démarre ce mois-ci, donc n'hésitez pas. Si vous aimez Disney mais d'autres franchises, il est possible qu'il y ait des podcasts pour vous à venir. Ouais, bah on peut le dire, hein, dédié Bien sûr, au Marvel, exactement. dédié au Marvel Cinematic Universe, et ça s'appelle Why MCU. Exactement, quasiment comme la chanson, mais surtout pour faire une petite vanne. Et puis tout ça est encore une fois, j'ai envie de dire, hébergé sous la bannière Bonus Tracks, un label de podcast qu'il est bon d'écouter et de suivre également sur les réseaux sociaux. @Bonus Tracks Pod, tous les dimanches, on vous envoie quoi ? Eh ben une grille hebdo de ce qui vous attend chaque semaine. Comme ça, les gars, peu importe où vous allez, que ce soit sur Aldorand ou sur Mandalore, bon, déjà faites attention à vous, mais en plus vous avez une petite bande son. C'est kiffant. C'est stylé. Ça, vous pouvez prévoir votre attestation, savoir quand sortir promener le chien et quel podcast écouter. C'est bien fait. Exactement. Et vous pouvez même l'écouter le 24 décembre. En sortant votre chien, parce que vous aurez le droit le 24 décembre. Bon, bref. À la semaine prochaine. Utilisez le hashtag #MandalLockdown. Mettez les petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast. RT-nous. Followez-nous. Likez-nous. Partagez-nous. Insultez-nous si vous voulez. Ça fait également partie de l'algorithme. Donc... franchement, faites-vous plaisir. Et voilà, j'ai pas de questions métaphysiques comme toutes les semaines précédentes, donc juste envoyez-nous de l'amour, ça sera déjà pas mal. Allez, ciao, portez-vous bien, que la force soit avec vous. Ciao. Vive Bill Burr. Bill Burr. Quand il a une espèce de petite larme, il retire la petite larme là, et là, Je crois qu'ils vont lui faire une série spin-off. Alors, spoiler alert, je serais plus chaud que d'autres séries qui ont été annoncées jeudi soir. Mais voilà. Bonus Trax.